Alors, ça fait environ, franchement facile 10 fois que je tourne cette petite intro où juste je vous dis bonjour et où je précise ce que je vais faire dans la vidéo. Et en fait à chaque fois j'arrive pas, je bégaye, donc du coup voilà, je vous le dis, peut-être ça me mettra plus à l'aise pour la suite. Et aussi bah voilà, je vous dis quand même bonjour, voilà, bonjour YouTube, bonjour à celles et ceux qui me suivent. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu inhabituelle, dans le sens où ça va être un format vlog un peu improvisé, un peu comme ce que j'ai pu faire avec les FAQ, mais cette fois-ci, je vais pas répondre à vos questions, je vais répondre en fait à des critiques qui ont été faites sur certaines de mes vidéos, et aussi ce que j'aimerais vous proposer avec cette vidéo, c'est un retour critique plus général sur, en gros, les limites de mes vidéos. Du coup, désolé pour le hameçonnage YouTube, hein, c'est pas, comment dire, c'est pas une vidéo de clash, c'est pas une vidéo polémique où je réponds à mes ennemis, à ces gens qui ont osé me critiquer, même si ça va être notamment ça, hein, je vais répondre à des vraies critiques qui m'ont été faites, mais l'idée globale, c'est plutôt en fait bah, de faire un retour critique sur mon travail plutôt que de le défendre à tout prix, même si c'est aussi ce que je vais faire, hein, parce qu'il y a des critiques qui m'ont été faites que je trouve vraiment fondées, genre vraiment très très basées, mais il y a aussi des critiques qui je trouve tapent un peu on va dire à côté, et du coup en y répondant je vais pas forcément on va dire leur donner du crédit, mais en revanche ça va être l'occasion pour moi de détailler certains points où parfois en fait bah je peux être pas très clair, ou je dis pas assez de choses, ou tout simplement des choses que je dis pas, parce que dans le flux de la vidéo, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, j'espère que ce sera quelque chose d'intéressant pour vous, qui va vous permettre un peu de cerner, on va dire, les limites de mon travail, et d'approfondir des choses que j'ai, on va dire, évoquées dans mes vidéos, mais que j'ai pas forcément toujours eu le temps d'approfondir. Alors avant de passer au dur de la vidéo et de vous détailler un peu les critiques qui peuvent être faites sur mon travail, je profite de ce format vlog pour vous rappeler que vous pouvez me soutenir sur Ko-fi et Patreon. Alors c'est quelque chose que je fais rarement en vidéo, mais en fait bah là je me permets de le dire parce que, bah alors de base c'est vraiment un truc qui est genre vraiment crucial, puisque genre les dons mensuels c'est vraiment je pense qui me permet en fait de continuer à faire ces vidéos. Mais je me permets aussi de vous en parler parce qu'en gros j'ai l'impression que ces derniers temps sur YouTube, la politique de démonétisation ou de restriction de la monétisation est vraiment devenue beaucoup plus agressive. J'ai l'impression que ça touche pas mal de créateurs et de créatrices. J'ai failli en faire les frais sur ma dernière vidéo qui parlait donc de Bref 2 et qui parlait de violence conjugale, qui est donc un sujet sensible que YouTube parfois démonétise. Finalement, enfin à la base la vidéo a été démonétisée, finalement elle a été remonétisée de manière un peu inattendue, donc au final, ça va pour moi, enfin, tout va bien, en plus, surtout que vous avez fait des dons un peu pour pallier à ça, donc vraiment, j'ai beaucoup de chance. Mais, comment dire? En gros, ça m'inquiète un peu à l'avenir parce que, bah moi, mes prochaines vidéos, en gros, vont parler notamment de... comment dire? Parce maintenant, il faut même censurer les mots, donc en gros, ça va parler de rapports charnels hétéros, de manière assez explicite, et aussi j'ai une autre vidéo en préparation qui pour le coup va parler en gros de problématiques de santé mentale, et notamment de suppression de soi on va dire, donc encore une fois voilà, je contourne la censure YouTube. Et donc voilà, je vais avoir des contenus avec des sujets sensibles, et en fait, je me demande si ben, YouTube va pas aussi les démonétiser, et cette fois-ci pour de vrai. Donc voilà, je me permets un peu de vous rappeler ça, que vous pouvez me soutenir sur Ko-fi et Patreon, parce que bah, de base, c'est très important, mais là, le contexte actuel de la politique de YouTube fait que ben, c'est assez insécurisant en tant que créateur, quoi. Et j'oublie, j'en profite voilà pour, parce que je le dis rarement face caméra, merci vraiment genre infiniment à toutes celles et ceux qui ont fait des dons ou qui font des dons mensuels actuellement. C'est grâce à vous que je peux vivre ben, de ma passion en fait.
Donc c'est bon, maintenant on peut commencer et on va, pour faire un peu ce retour critique sur mon travail, on va commencer par la vidéo de Bref 2, où je parlais notamment de violences conjugales et de violences intrafamiliales, mais où aussi je parlais un tout petit peu au tout début de masculinité au pluriel, c'est-à-dire en gros de la théorie des masculinités de Raewyn Connell. Et donc c'est sur ce point que j'ai été critiqué par une streameuse et un streamer qui s'appellent Nonor et Donmax, et qui en gros, si je résume un peu leurs critiques, m'ont reproché de positionner le personnage de Ben dans la série, qui est donc le meilleur ami du héros, et qui en gros est vraiment le mec violent qui exerce des violences conjugales, mais qui par ailleurs c'est hyper significatif, et effectivement c'est pas du tout anodin, qui est un mec qui en gros est un mec arabe, qui a probablement subi du racisme dans sa vie. Et du coup, ce qui m'est reproché, c'est en fait de pas prendre en compte cet aspect, et de présenter du coup sa violence, sa virilité comme un élément de masculinité dominante, alors qu'en fait, vu que c'est un mec arabe, qui est on va dire en bas de la hiérarchie raciale, et cette virilité en fait c'est au contraire quelque chose qui le dessert. Donc ce qu'on me reproche, on va dire, c'est de le positionner comme un homme dominant, et de positionner le personnage de Ken Kojandi, qui lui, dans la série, est un mec blanc, de classe moyenne, pas viril, etc., de le positionner du coup comme un mec dominé. Et donc, ce qu'on me reproche, c'est de faire, de pas prendre en compte en fait l'ordre social, l'ordre racial, et d'inverser les choses. Et alors ça, je comprends qu'on puisse le penser en regardant ma vidéo un peu vite, parce qu'en fait, c'est un truc que j'avais en tête en écrivant ma vidéo, mais où je m'étais dit, je vais pas l'aborder frontalement. En gros, je vais le contourner, je vais pas dire les choses explicitement, et notamment parce qu'en fait, j'aimerais faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet, sur ce que Connell appelle les masculinités marginalisées, et en gros sur on va dire, sur le positionnement des mecs virils, noirs, arabes, de classe populaire, et on va dire le rapport que les autres hommes ont à cette virilité. En gros, je voudrais vraiment faire une vidéo sur ce sujet. Donc là, je suis pas rentré dans le détail, et donc je comprends qu'on ait pu penser que c'était ce que je disais. Mais en fait, c'est vraiment pas ce que je dis, dans le sens où en fait je positionne effectivement la virilité de son ami Ben comme un élément de la masculinité dominante, c'est-à-dire un élément de ce que Raewyn Connell appelle l'hégémonie, qui est donc, on va dire, cet idéal de masculinité qui permet aux hommes de dominer les femmes et qui fait qu'ils vont être valorisés. Donc je le positionne effectivement comme un attribut de la masculinité hégémonique, et en soi, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que chez Connell, les masculinités marginalisées, donc des hommes non blancs et des hommes des classes populaires, effectivement, elles sont en bas de la hiérarchie des masculinités, mais d'une manière bizarre ou ambivalente, compliquée. Parce qu'en gros, dans sa hiérarchie des masculinités, il y a 4 catégories, et non pas 3, comme l'ont dit Nonor et Donmax dans leur React. Il y a la masculinité hégémonique, qui est donc l'idéal de masculinité dominante, qui en gros, typiquement ça va être un homme blanc, riche, viril, assuré, fort, etc. C'est genre... ça va être genre, je sais pas, Tony Stark dans les Marvel, ça va être Captain America, ou nous en France même, on pourrait penser même à... Alors je sais pas s'il est très musclé, peut-être, je sais pas, mais en fait quelqu'un comme Bolloré, par sa carrure, par son pouvoir économique, par son côté assuré, il incarne complètement ça. Du coup, il va y avoir cette masculinité, on va dire, triomphante. Juste en dessous, il va y avoir ce qu'elle appelle la masculinité complice, qui en gros rassemble des mecs qui socialement sont plutôt dominants, et notamment, truc ultra important, parce qu'en fait c'est des mecs hétéros qui sont plutôt de classe moyenne, classe supérieure, et qui du coup sont très, on va dire, dans la norme, quoi. Mais qui vont avoir un côté, vulnérable, que ce soit physiquement, psychiquement, ou qui vont pas être, on va dire,
extrêmement voilà, attirants sur le plan physique, enfin qui vont pas coller vraiment à l'idéal du mec stylé, du mec sexy, etc. quoi. Et en dessous, on va avoir la masculinité, enfin les masculinités qu'elle appelle subordonnées, qui sont en gros, elle, à son époque, elle met dedans en gros les mecs qui sont pas hétéros. Donc les mecs, les mecs homosexuels, les mecs bisexuels. Aujourd'hui, je pense, à l'époque, elle l'avait pas fait, mais je pense qu'on pourrait rajouter dans une certaine mesure, en gros, les mecs trans qui, du fait de leur parcours de transition, vont être méprisés socialement, parce qu'il y a quelque chose, on va dire, qui en gros, dans l'ordre du genre, on va dire, les stigmatise. Mais donc voilà, en gros, les mecs homosexuels, les mecs bisexuels, les mecs trans. Du coup, c'est trois types de masculinité, hégémonique, complice, subordonnée. C'est en gros une première hiérarchie qui se fait uniquement sur la base, on va dire, de critères genrés. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un rôle crucial de l'hétérosexualité, parce que l'hétérosexualité est un truc, on va dire, hyper important dans la performance de genre masculine, mais c'est aussi pour ça que le critère de virilité est quelque chose d'assez important. Et dans les travaux de Connell, la virilité, quand même, reste un truc qui reste, on va dire, un attribut, une caractéristique qui fait partie de l'idéal hégémonique, qui fait partie de ce qui définit les hommes, on va dire, puissants ou extrêmement valorisés socialement. Mais il y a un truc particulier, et c'est là où du coup il faut faire appel à une quatrième catégorie de masculinité, c'est que en fait, il n'y a pas que les critères de genre qui vont en fait hiérarchiser les hommes entre eux. Du coup, elle inclut aussi le critère racial et le critère de la classe sociale. Et donc c'est pour ça qu'elle crée une quatrième catégorie qu'elle appelle masculinité marginalisée, et qui là, pour le coup, on va dire en termes de performance de genre, c'est pas des mecs qui sont, on va dire, en dehors des clous, ça va être des mecs qui peuvent être voilà, tout à fait virils, qui sont très hétéros, enfin là-dessus il n'y a aucun souci, mais en revanche, parce que c'est des mecs qui vont être noirs, des mecs qui vont être arabes, ou des mecs qui vont faire partie des classes populaires, et ils vont quand même être stigmatisés alors qu'ils ont une performance de genre qui en soi en vrai est acceptable et colle tout à fait aux normes de genre classiques. Du coup, ça donne un truc en fait très ambivalent, où ils peuvent avoir des caractéristiques qui font partie de la masculinité dominante, par exemple, voilà ce que j'ai dit, virilité, hétérosexualité, etc. Mais ils vont quand même être stigmatisés, et même, on va même se servir de cette virilité-là, même pour les critiquer. Typiquement, voilà, les mecs arabes, les mecs noirs en France, typiquement, on va souvent considérer qu'ils sont trop violents, trop virils, trop agressifs, et donc ça va un peu complexifier tout ça. Mais pour autant, en fait, ça veut pas dire que dans l'idéal hégémonique, il n'y a pas de virilité. Alors les choses ont bougé historiquement, et on va dire selon les contextes, par exemple dans les milieux intello culturels, c'est pas forcément ces aspects-là qui vont être extrêmement valorisés, mais en gros Connell maintient que en fait, la virilité est quand même un attribut de la masculinité dominante. Du coup, j'en reviens à la critique qui m'est faite, c'est que quand Nonor et Don Max me reprochent en fait de ne pas avoir bien compris les différents types de masculinité, ils font comme si la masculinité hégémonique ne comportait pas de dimension virile. Alors que c'est pas parce que les hommes racisés et les hommes des classes populaires sont stigmatisés parce qu'on les considère comme trop virils que la virilité n'est pas pour autant un truc valorisé socialement. Et donc, dans ma vidéo, c'est des choses que je développe pas, et c'est pour ça que quand je parle du personnage de Ben, on va dire de son côté violent, de son côté viril, je dis que en gros c'est des attributs de la masculinité dominante, ce qui reste vrai, mais effectivement je précise pas qu'il peut être stigmatisé à cause de ça. Mais à mon avis, ils vont beaucoup trop vite quand en gros ils disent que je le positionne comme un homme dominant. En fait, je dis que ces attributs-là sont des attributs de la masculinité dominante, et que par exemple le personnage de Kian Kojandi va les apprécier, mais pour autant, je dis pas qu'en fait il est en dessous de ce gars-là. Je dis juste qu'il va valoriser des attributs de la masculinité dominante, qui sont la virilité, et qui va aller les chercher chez son ami.
Et ça, c'est des trucs du coup très ambivalents et assez compliqués. Et c'est pour ça que j'aimerais bien y consacrer toute une vidéo. Parce qu'en fait, oui, un mec arabe viril, il va être stigmatisé, mais en revanche, sa virilité, des mecs blancs de classe moyenne ou de classe supérieure, ils vont pouvoir la valoriser ou se l'approprier, en tirer des bénéfices, parce qu'en fait, ça reste quelque chose qui est valorisé du point de vue du genre. Et donc du coup, penser que la virilité ne fait pas partie de la masculinité hégémonique, à cause de ça, en fait, ça fait louper plein de trucs. Et notamment, des trucs que relève très bien Rywin Connell dans son livre, hein. Ce qu'elle dit, c'est que par exemple, des hommes qui sont des athlètes noirs ou des athlètes des classes populaires, ils vont, on va dire, ils vont pouvoir être utilisés dans la construction de cet idéal masculin, tout en étant par ailleurs méprisés socialement. Et donc ça, c'est quand même une nuance vachement importante, et je pense que, du coup, avec ce React, il y a vraiment beaucoup d'amalgames qui sont faits, et une vision trop simpliste de ce qu'est la théorie de Connell. Alors, pour autant, une fois que j'ai dit tout ça, ça veut pas du tout dire que, on va dire, le racisme, le fait que le personnage de Ben soit un mec arabe, est quelque chose d'anodin, ou est quelque chose qui serait pas un sujet, ou qui pourrait pas faire l'objet d'une critique dans la série. Mais je vais pas y revenir tout de suite, parce que d'abord je voudrais revenir assez rapidement sur une autre critique, mais ce coup-ci un peu plus vaseuse et en vrai que j'ai trouvé un peu catastrophique, et donc toujours fait par ces mêmes deux personnes, donc Nonor et Don Max, et qui portait ce coup-ci sur la stratégie de l'agresseur. En gros, ce sur quoi ils ont réagi, et ce qui les a fait vraiment tiquer, c'est que ce que je disais de la stratégie de l'agresseur, donc toutes les techniques qui permettent aux hommes violents de dominer leurs victimes, eux, ils reçoivent ça comme un truc individualisant, et comme un truc qui prêterait aux hommes violents une espèce de conscience ou d'intentionnalité dans ce qu'ils font, qui permettrait pas de penser correctement les choses, qui en ferait des monstres, des personnes manipulatrices, qui en gros seraient les seuls responsables des violences conjugales, des violences masculines. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment, mais alors, vraiment passer à côté du truc, et c'est vraiment, je trouve, une méconnaissance un peu de comment fonctionne le patriarcat, et c'est des arguments, je trouve, un peu basiques et un peu bidons. Du coup, très rapidement, je reviens dessus, hein, est-ce que la stratégie de l'agresseur est un truc individualisant ? Eh ben non, pour une raison très simple, qui est en gros que, alors oui, en fait, la stratégie de l'agresseur, le fait que des hommes puissent se permettre ces techniques de domination, ça repose sur une structure sociale et sur un rapport de pouvoir entre hommes et femmes qui est asymétrique. C'est pas juste des mecs manipulateurs qui font ça dans leur coin, c'est parce que derrière il y a toute la structure patriarcale que c'est possible. Et d'ailleurs, dans ma vidéo, je précise bien que cette stratégie de l'agresseur, ces techniques de domination, elles sont possibles que parce qu'il y a une complicité sociale. Alors ça peut être une complicité, de gens qui sont proches, hein, comme le personnage principal qui est l'ami du mec violent dans Bref, donc ça peut être une complicité, on va dire, qui n'est pas forcément structurelle, mais il y a aussi une complicité des institutions, et notamment de la justice, de l'État français, enfin, si les violences conjugales existent, s'il y a toujours autant de féminicides, c'est bien parce que il y a une structure sociale et des institutions qui permettent ça, en fait. Du coup, non, c'est pas un truc individualisant, mais pour penser les violences conjugales, faut aussi penser le niveau individuel. Et au niveau individuel, il y a bien des stratégies, des techniques, des manières de dominer, de prendre le pouvoir, de prendre un ascendant, qui sont utilisées par les hommes. Et dans les relations conjugales, c'est pas la structure qui vient genre se plaquer mécaniquement, et qui fait que les hommes, comme des sortes de pantins, seraient violents avec leurs compagnes. Pour autant, ça veut pas dire que, comment dire,
Parce qu'on parle de stratégie de l'agresseur. Et donc la critique qui est faite assez rapidement, c'est «Ah, mais vous faites comme si ils avaient conscience de tout, comme si c'était des manipulateurs, calculateurs hyper froids, qui auraient presque même conscience de tous les rouages du patriarcat». En fait, ben non, c'est pas ça, hein, c'est pas une conscience, on va dire, théorique ou une conscience froide et calculatrice. C'est, alors on peut parler de conscience pratique, hein, moi c'est ce que j'ai fait dans une de mes vidéos. En gros, je pense qu'il y a une conscience et on va dire, ces mecs-là sentent où sont leurs intérêts, et du coup ils vont se positionner, ils vont, voilà, ils vont dévaloriser leur victime, ils vont l'isoler, ils vont aussi, voilà, retourner la culpabilité, mais pas forcément, comment dire? En ayant en tête avant que c'est des techniques qui vont marcher. Mais en fait, ils vont sentir sur le moment, ils vont comprendre, très intuitivement où sont leurs intérêts, et donc ils vont déployer ce genre de technique. Mais ça veut pas dire que c'est un plan prévu en amont. Et après, bien sûr, comment dire? Je pense qu'on peut parler de conscience pratique, mais en vrai c'est aussi entendable, et je pense là c'est une question, enfin qui peut être l'objet de débat, qu'il y a aussi, des dimensions, non conscientes, ou qu'il y a des affaires, d'habitude, des choses qui sont pas, rationalisées. Mais, comment dire? Penser que la stratégie de l'agresseur, c'est un truc individualisant et en gros qui prête des intentions, qui fait de ces gens-là des gens tout-puissants et manipulateurs, c'est vraiment louper complètement le coche. Et je pense que c'est aussi un problème, parce qu'en fait, ce genre d'interprétation un peu naze, ça empêche des potentielles victimes, ça empêche des gens d'accéder à des outils qui en fait sont très utiles pour se sortir de ces dynamiques-là. Donc voilà, je voulais revenir un peu là-dessus, parce que je pense quand même que c'était important, même si les critiques étaient un peu nazes, je pense qu'en revanche, c'était quand même important de balayer ces arguments-là, parce que c'est des arguments qui reviennent souvent et qui, je pense, sont vraiment un peu... Enfin, qui sont vraiment embêtants, quoi, qui sont vraiment des problèmes et des pièges dans lesquels plein de gens tombent, et je pense que, voilà, c'est important de les balayer. Maintenant, je pense qu'on peut voilà, passer à autre chose, et passer aux critiques, on va dire, plus fondées, plus basées, qui ont été faites par rapport à ma vidéo donc, sur Bref 2, qui étaient du coup beaucoup des critiques qui ont été faites en commentaire, et qui étaient des critiques franchement ultra pertinentes, et que j'aimerais du coup reprendre un peu, ou sur lesquelles j'aimerais, on va dire, revenir un peu, parce que ça permet, je pense, de bien voir les limites de l'angle que j'ai eu sur cette vidéo. En gros, mon angle sur cette vidéo et mon intention, c'était vraiment de faire un travail qui permette de mettre en lumière tout ce qui était violence conjugale, violence intrafamiliale. Et je trouve que du coup la série aborde ces thématiques-là, elle le fait parfois assez bien, donc avec les violences conjugales et avec les violences intrafamiliales, bon c'est plus compliqué clairement, mais du coup mon intention c'était vraiment de mettre l'accent là-dessus, parce qu'en fait c'est des trucs que je trouve hyper importants, qui sont des trucs hyper, comment dire? Qui sont des trucs qui je trouve, au niveau personnel et intime, peuvent être un peu, comment dire? Des life changers, on va dire, des trucs qui peuvent être des bascules un peu dans une vie, quand on commence un peu à accéder à ces outils-là. Et donc, ce que je voulais faire, c'était vraiment parler de ces sujets-là, et les amener aussi comment dire, à un grand public qui connaît pas forcément ces théories-là. Et pour ça, je me suis quand même dit que j'allais faire une vidéo pas trop à charge sur la série, parce que je sais que plein de gens, alors qui sont pas forcément extrêmement politisés, ont vraiment adoré la série, ont été très touchés par les thématiques qui étaient développées, et donc moi, en tête, j'avais ce truc où je me dis, c'est des gens qui n'ont pas forcément accès habituellement à ce genre de contenu, et donc si je fais une vidéo trop à charge, où vraiment je démonte la série, et en fait, ils vont pas avoir envie déjà de regarder la vidéo jusqu'au bout, et on va dire, ils vont penser que les outils que je leur amène sont des outils biaisés, sont des outils, comment dire, ouais, qui sont des outils de gauchistes, quoi, enfin, qui sont réservés à une niche, et que, en gros, pour eux, c'est pas ça qui va les aider dans leur vie, quoi. Donc je voulais pas, on va dire, que un côté trop à charge, ou trop radical en termes d'idées politiques, puisse faire obstacle à la réception, en gros, de ces outils-là, quoi.
Et donc voilà, c'est pour ça qu'en gros mon angle de vidéo, c'était un angle où en gros je me demandais à quel point en gros la série montre concrètement comment les mecs dominent, comment voilà, ils se servent des meufs, comment ils exercent des violences, parce qu'en gros ça me permettait bien en fait de faire ressortir ces aspects. Mais du coup, une des grosses limites de cet angle-là, et bah, de ma vidéo, c'est que du coup, je questionne pas du tout quels peuvent être, on va dire, les intérêts des réalisateurs, donc Kian Kojandi et Navo, à parler de ces violences-là, à se montrer, enfin à montrer leurs personnages comme exerçant des violences, comme se remettant en question. Et du coup, je pense que c'est là où on peut parler un peu du gros angle mort de ma vidéo et aussi de la série, qui en gros concerne toutes les questions raciales et les questions de classe sociale. Alors quand même, dans ma vidéo, je mentionne quand même que la série n'a pas du tout d'angle social ou d'angle vraiment politique au sens structurel, d'oppression, de classe, raciale, capitaliste, etc. Mais je rentre pas du tout dans le détail, et donc là, je vais le faire un peu. Et pour ça, on peut revenir un peu sur le personnage de Ben et sur la critique qui peut être faite à la série, qui est que, ben, comme par hasard, le mec violent, c'est le mec arabe. Alors la série est vraiment pas la seule à faire ça. Par exemple, moi récemment, j'ai vu un film qui s'appelle On vous croit, qui va bientôt sortir en salle, et ce film, en gros, parle de ces situations où, en gros, un père commet des abus sexuels sur ses enfants, où la mère les signale, où la mère bah, se sépare du père, mais où elle est obligée quand même en gros, de confier la garde de ses enfants au père, alors même qu'elle dénonce les violences sexuelles. Et du coup, le film parle très bien de ça et de comment la justice, en fait, ben, va presque être un obstacle et va être une institution qui va en fait permettre à la violence du père de s'exercer un peu de nouveau, quoi. Et même si le film parle très bien de ça, et ben, alors que la mère est une meuf blanche tout à fait bourgeoise, ils ont pas pu s'empêcher de mettre dans le rôle du père un mec visiblement arabe, ce qui, du coup, va vraiment dans le sens de ce truc classique où voilà, les mecs problématiques, les mecs trop violents, c'est les Arabes. Et bien sûr, la blanchité, du coup, incarne un peu la voie de la raison, la voie de la tempérance, de la rationalité, de l'empathie. Bref, voilà, en gros, la déconstruction et la lutte contre les violences est du côté des Blancs, quoi. Donc, clairement, c'est un sujet, et dans le cas de Bref, il y a aussi, je pense, quelque chose qu'on peut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas du tout d'angle voilà, sur la domination de classe, voilà, quel type de mecs sont en train de se remettre en question, et clairement, c'est plutôt des mecs des classes moyennes et supérieures, avec voilà, plutôt des bons revenus, des grands appartements parisiens, avec des ressources culturelles, et du coup, on peut se demander si l'implicite, c'est pas, en gros, ben, ceux qui se remettent en question, les bons gars, c'est, voilà, les mecs blancs de classe moyenne et supérieure, et pas les mecs comme Ben, ou les mecs prolos qu'on ne voit pas du tout dans la série. Et donc ça, c'est des choses qui ont été quand même pas mal relevées dans les commentaires de la vidéo, et je pense vraiment à raison, c'était vraiment hyper pertinent. Et je pense que ça dit de la série, et le bémol que ça met sur ma vidéo, c'est qu'en fait on peut se demander si tout ce qui est montré dans la série, donc tous les mécanismes de violence, toute la remise en question, est pas en fait une nouvelle manière pour des hommes blancs de classe moyenne et supérieure de se distinguer à nouveau dans un contexte un peu féministe bouillonnant, voilà, de se distinguer à nouveau des hommes qui hiérarchiquement sont en dessous d'eux. Et cette interprétation, je pense, elle est d'autant plus intéressante et d'autant plus pertinente qu'il y a ce truc du nice guy, qui est en gros que voilà, le personnage principal, à partir du moment où il se remet en question, où il est gentil, où il confronte son ami, et ben il va sortir avec Billy, donc en gros voilà, il va avoir la fille, quoi. Donc clairement, je pense qu'on peut se demander si c'est pas juste une nouvelle manière
plus subtile pour voilà, des hommes dominants, en gros de se mettre en couple, de sortir avec des meufs, et en gros voilà, de perpétuer de nouveau les inégalités patriarcales dans leur couple. Avec du coup aussi ce truc particulier qu'on retrouve très bien dans la série, où on peut se demander, et ça pareil c'est des choses qui ont été très bien dites en commentaire de la vidéo, si du coup la nouvelle manière d'exploiter les meufs, la nouvelle douille on va dire patriarcale, ce serait pas en gros d'exiger d'elles un espèce de travail émotionnel immense, où à la fois elles doivent éduquer les mecs, faire en sorte de le faire de manière pas trop conflictuelle, de manière très douce, ce qui, voilà, encore une fois, pose la question de est-ce que c'est pas une nouvelle manière d'exploiter les meufs? Et donc voilà, c'est des choses que dans ma vidéo, j'aborde pas, et je pense que c'est quand même ça fait partie des grandes limites de la série, et c'est dommage de pas avoir relevé ça, et clairement, c'est l'angle que j'ai choisi qui a fait que c'est des choses que j'ai pas abordées, quoi. Alors en gros, voilà pour, on va dire, les limites de la vidéo sur Bref 2. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura permis un peu d'approfondir ce que j'ai dit dans la vidéo, et aussi que les quelques précisions que j'ai fait par rapport à la théorie de Connell vous auront été utiles, et que c'est des choses qui sont pas forcément pour vous de la redite, et que j'ai amené un peu des nouvelles choses. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est revenir sur une autre vidéo, qui est la vidéo juste avant, que j'ai sortie juste avant, sur les violences médicales. Cette vidéo, c'était donc un partenariat avec la revue Genèse, et pour la faire, je me basais quasiment exclusivement sur les articles qui avaient été publiés dans le numéro de la revue. Des articles que j'avais vachement aimé en plus, donc c'était très stimulant de la faire, mais en revanche, comment dire, le deal, ou plutôt on va dire la perspective que moi j'ai adoptée dans cette vidéo, c'est de rester quand même très collé au contenu du numéro de la revue. Et ça, je le rappelle parce que du coup, concernant cette vidéo, je voudrais vous parler en gros de deux critiques qui ont été faites par un streamer qui s'appelle Marcel Duchemin, et qui est un streamer qui en vrai a l'air de faire du très bon taf. Enfin, il fait notamment de la vulgarisation d'articles et de contenus de sociaux, quoi, qui est du coup assez proche de ce que je fais, et par ailleurs c'est quelqu'un qui est clairement de gauche, je pense plutôt tendance anarchiste. Et donc voilà, il a fait un react sur ma vidéo sur les violences médicales, et le react était franchement très intéressant. Franchement, c'était un react de très bonne qualité sur tout ce que je vulgarisais en fait. Ce qu'il disait en plus, ou ce qu'il rajoutait, était genre hyper pertinent. Et du coup, là-dessus, j'ai vraiment pas grand-chose à redire. En revanche, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il a fait une critique, on va dire, un peu plus large, ou au-delà, on va dire, des aspects strictement sociologiques de ma vidéo. Il a fait une critique politique de ma conclusion. Et si je la résume, en gros, ce qu'il a trouvé embêtant, ou ce qu'il a vraiment fait tiquer dans ce que j'ai pu dire, c'est qu'en gros, moi, à la fin de la vidéo sur les violences médicales, je fais une ouverture qui est basée sur un des articles de la revue, qui consiste à dire en gros que le monde médical, effectivement, est un monde violent, est un monde où clairement il y a de l'oppression raciale, de classe et sexiste qui se rejoue. Et par-dessus ça, en plus, il y a tout le côté pouvoir médical qui amène un type de violence très particulier, et un type, comment dire, en gros les patients sont dépendants des médecins de manière très forte, et donc ça les expose vraiment encore plus à des violences, quoi. Parce qu'il y a vraiment une situation de pouvoir très inégalitaire, très asymétrique. Et donc moi, je dis ça, on va dire, je fais ce rappel-là en conclusion, mais je dis aussi qu'en gros, c'est pas pour autant qu'il faut, comment dire, genre faire une croix sur l'hôpital public, ou sur le monde médical, et qu'en gros, on pourrait amener des réformes dans cette institution-là. Je prends l'exemple de dispositifs à destination des classes populaires, et aussi à destination, je crois, en gros des personnes en très très grande précarité, donc typiquement des personnes sans abri. Et donc je dis que voilà, ce genre de dispositif qui s'adapte plus à ces populations, où les médecins prennent aussi conscience de leur position de pouvoir, où ils prennent conscience que tous les savoirs qu'ils ont, toute l'autorité qu'ils ont,
ils peuvent pas juste l'imposer et on va dire les plaquer sur des personnes qui viennent pas des mêmes milieux sociaux qu'il y a là-dedans quelque chose de néfaste, même sur le plan médical. Et donc, voilà, je me sers de ça pour dire qu'en gros, il y a des choses à faire au niveau d'une réforme du pouvoir médical, et que, en gros, les violences ne sont pas une fatalité, quoi. Et pour ça, je m'appuie aussi sur les propos d'une médecin et d'une militante, alors que certains d'entre vous connaissent peut-être si vous suivez un peu le YouTube game et le Twitch game, qui s'appelle Dr Zoé, et qui donc est une médecin généraliste, je crois, qui est clairement marxiste, et qui a des takes qui sont clairement très critiques du pouvoir médical, qu'elle-même exerce par ailleurs. Et donc, ce qui m'a été reproché par Marcel Duchemin, et franchement, je l'entends, je le comprends dans une certaine mesure, c'est que, en gros, c'est deux choses. C'est une première chose, c'est que, en gros, j'évoque uniquement des possibilités de réforme du pouvoir médical, que je suis juste en mode réformiste, qui effectivement à gauche est, on va dire, un positionnement qui peut être contestable à plein d'endroits. Et donc ce qui me reproche, c'est, je pense, du coup de ne pas évoquer, on va dire, des choses qui seraient pas de l'ordre de la réforme institutionnelle, mais des formes, en gros, d'auto-organisation, d'associations de patients qui mettent en commun leur expertise et qui s'émancipent du pouvoir médical, qui font, on va dire, leur tambouille de leur côté et qui ont peut-être une opposition plus franche, plus radicale vis-à-vis du pouvoir médical. Et donc ça, effectivement, je l'évoque pas, et en fait, c'est lié aussi à l'angle de ma vidéo, hein. S'il y avait eu un article dans la revue sur le sujet, je pense que je l'aurais abordé. Mais là, c'était pas vraiment le cas, même si quand même dans les perspectives d'évolution et de réforme que j'évoque, il y a quand même ce truc où en gros les médecins et le corps médical va essayer de faire plus de place à l'expertise du patient, et notamment au fait que en fait, c'est eux qui connaissent le mieux leur propre vie, qui connaissent leurs habitudes, et il ne s'agit pas forcément de les changer ou de les corriger à tout prix. Il faut aussi vraiment s'adapter à eux et à ce qu'ils savent d'eux-mêmes aussi. Donc je le mentionne un peu, mais pas tant que ça, et effectivement, je pense que c'est dommage dans le sens où ça fait partie des alternatives et des éléments importants quand on parle de pouvoir médical. Je pense notamment à un truc qui historiquement est très fort en France, qui est par exemple tout ce qui s'est organisé autour de l'avortement à l'époque où c'était interdit, et tout ce qui en a découlé, donc avec des mouvements comme le MLAC. Alors je connais pas forcément la filiation exacte, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un héritage qui se retrouve très bien dans les plannings familiales, où en gros il y a tout ce truc de femmes qui se sont auto-organisés, qui l'ont fait de manière notamment clandestine, et qui ont développé tout un tas de savoirs, qui ont aidé tout un tas de personnes qui des fois étaient assez marginalisées, qui ont donc développé quelque chose en marge du pouvoir médical qui permettait pas l'avortement à l'époque, et qui du coup ont créé un truc politique et social très fort qui se retrouve aujourd'hui dans les plannings familiaux, ce qui explique qu'aujourd'hui je pense les plannings familiaux sont des choses à la fois très instituées, mais qui aussi ont une radicalité politique qu'on retrouve pas ailleurs. Du coup, effectivement, je pense que l'auto-organisation, c'est quand même quelque chose de très important, et il faut le souligner et tout. En revanche, je pense qu'il y a quand même des limites à ça. Je pense que c'est une alternative, que c'est des choses qui doivent exister, mais je pense qu'au niveau structurel, en fait, ça pourra jamais remplacer des institutions étatiques, parce que en vrai, pour prendre en compte les besoins en termes de santé de toute la population, il faut des institutions hyper puissantes, et je pense qu'avoir une position qui serait genre abolitionniste, genre il faut abolir la médecine et le pouvoir médical, je pense que c'est quand même difficilement tenable dans nos sociétés. Et du coup, je pense qu'il faut à la fois être critique du pouvoir médical, mais il faut pas être non plus dans un espèce de rejet
en bloc qui me semblerait un peu absurde ou un peu hors sol. Dans le sens où je trouve que c'est quand même quelque chose, par exemple, de très différent de la police et bah voilà, de l'institution policière qui, je trouve, n'a pas le même rôle social. Et autant je pense que la police, parler d'abolition de la police, ça me semble hyper pertinent, autant parler d'abolition, de la médecine et du pouvoir médical, ça me semble beaucoup plus compliqué parce que, alors ça répond à des besoins sociaux de manière très nette. Il y a des expertises qui sont développées. Les médecins ont des expertises, les chirurgiens ont des expertises, tous ceux qui sont dans le corps médical ont des expertises qui sont hyper précieuses, qui mettent du temps à être développées, il faut de la formation, il faut de la pratique, donc clairement, ça me semblerait compliqué juste de balayer tout ça, alors que pour soigner les gens, il faut de l'expertise et des moyens matériels énormes. Donc mon positionnement là-dessus, c'est à la fois un positionnement critique, de tous les problèmes qui se posent en termes de domination et de pouvoir et de reproduction des oppressions qu'on retrouve dans notre société, et en même temps, je trouve que c'est logique aussi d'avoir une perspective et des propositions de réforme de ces institutions-là, parce que je pense vraiment qu'on ne peut pas s'en passer, ou que si on s'en passait, ce serait encore pire en fait. Et d'ailleurs, là-dessus, je pense qu'on peut faire un parallèle, par exemple, avec l'école. Ça vous a pas échappé, mais moi, voilà, je suis très bourdieusien, et dans la tradition de la sociologie bourdieusienne, l'école, c'est vraiment le truc de la reproduction sociale, de la domination culturelle, et c'est vraiment une institution qui est qui permet la reproduction de l'ordre établi. Mais pour autant, alors qu'il y a cette critique très radicale de l'institution scolaire chez les bourdieusiens, moi je me verrais mal tenir à partir de cette critique-là, une position abolitionniste de l'école. Et je pense que quelqu'un comme Bourdieu, pareil, ne tiendrait jamais ce genre de position, et notamment pour des raisons assez précises, c'est qu'en vrai, je pense que par exemple, les formes d'école un peu plus libres, un peu plus démocratiques, auto-organisées, qui seraient par exemple les trucs Montessori, et en fait, je pense que c'est réservé en fait à une certaine élite, parce qu'en gros, pour aller vers ces formes-là d'alternatives, en fait, il faut beaucoup de ressources culturelles, et voire même des ressources économiques aussi, et que du coup, je pense que si on enlevait l'institution scolaire, et toute la structure qui va avec, en fait, on laisserait beaucoup plus de place à l'initiative individuelle ou à l'initiative de quelques groupes, et je pense qu'en fait, il y aurait encore plus d'inégalités qui se reproduiraient, parce qu'il y aurait un truc beaucoup plus sauvage, quoi, beaucoup plus à la carte, beaucoup plus libre, et où du coup, va y avoir des inégalités culturelles hyper fortes qui vont se redoubler. Et du coup, voilà, moi je pense que des grandes structures comme l'école, ou même des grandes structures comme certains syndicats à une époque, ou comme certains partis politiques, même si voilà, c'est des structures qui sont contraignantes, qui ont plein de défauts, je pense quand même que ça fait partie des rares structures qui permettent de produire un peu des parcours d'ascension sociale. Alors, pas énormément, hein, pour l'école, c'est encore plus flagrant que c'est pas beaucoup le cas, mais par exemple des partis politiques comme le Parti communiste à une époque, ou comme la CGT à une époque, permettaient à certaines personnes des classes populaires un accès privilégié à des ressources culturelles et à une forme d'ascension sociale. Et à l'inverse, des structures beaucoup plus petites, beaucoup plus auto-organisées, qui ont beaucoup plus, on va dire, d'idéaux libertaires, je pense qu'elles sont... alors elles sont beaucoup plus satisfaisantes à plein d'endroits, mais je pense aussi que parce que c'est des choses moins encadrées, qui collent aussi à des valeurs qui sont peut-être plus proches des classes moyennes et supérieures intellectuelles, avec tout ce truc d'autonomie, d'émancipation, on va pas rester dans une ligne politique, avec un côté
coup critique beaucoup plus fort, et je pense que ce type de groupe-là sont aussi beaucoup plus propices à la reconduction d'inégalités en termes de ressources culturelles, quoi. Et que dans des trucs beaucoup plus libres, ça va être les gens qui vont beaucoup se mobiliser, qui vont être très investis, ça va être des gens qui ont beaucoup de temps et beaucoup de capitaux culturels. Du coup, je pense pas forcément que l'auto-organisation soit le Graal de la lutte contre toutes les formes de domination, et je pense que ça a des limites, et je pense que pour ceux qui ont évolué dans des milieux militants, je pense que vous devez sentir quand même que c'est pas n'importe qui milite. Enfin, c'est quelque chose d'assez connu en sociologie, mais le militantisme, l'engagement politique est quelque chose qui reste assez sélectif socialement. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des précaires, qu'il n'y a pas des gens même qui vivent dans la pauvreté, mais c'est des gens qui souvent vont être des déclassés, ou alors ça va être des exceptions, enfin des personnes en ascension sociale, mais qui ont un profil assez exceptionnel, du coup je pense qu'il faut pas être non plus complètement dupe de ça. Du coup, bref, tout ça pour dire que je pense que l'angle mort un peu des positions anarchistes ou libertaires qui promeuvent surtout l'auto-organisation et qui sont dans une forme de rejet radical des structures genre étatiques et plus largement des grosses structures, ça peut être les partis politiques, les syndicats. Je pense qu'il y a un peu cet angle mort-là. Et je dis ça parce que y a des travaux qui vont dans ce sens, par exemple des travaux de Juliane Michi. Il y a aussi un livre que moi j'ai lu qui s'appelait Devenir révolutionnaire, où je trouve ce genre de dynamique se voyait bien. Et il y a aussi un autre livre que j'avais un peu lu qui utilisait des stats là-dessus, que je vous mettrai peut-être là, je sais plus le livre, mais en tout cas, en fait c'est des constats qui sont étayés sociologiquement, quoi. Du coup, bref, tout ça pour dire que, effectivement, je ne parle pas d'auto-organisation, j'ai un point de vue réformiste, je pense que c'est une limite, mais je pense aussi qu'un point de vue réformiste sur des structures comme les structures de soins, l'hôpital public, etc., en fait, c'est aussi quelque chose de pertinent et qu'il faut pas forcément balayer. Donc voilà, ça c'était pour du coup une première critique qui avait été faite par Marcel Duchemin sur la conclusion de ma vidéo. Alors j'ai beaucoup digressé, je suis parti sur des trucs assez généraux, j'espère que c'est pas trop ennuyeux pour vous, que ça vous semble pas trop hors sol ou perché. Et donc maintenant je vais passer à la deuxième critique qui était un peu dans la même ligne, qui était qu'en gros, moi, en début de vidéo, par rapport au traitement médiatique des violences médicales, je faisais un reproche qui était en gros que dans les médias, et même dans des médias de gauche de type Blast, ce qu'on retrouve souvent, c'est que dès qu'il y a des cas de violences médicales qui émergent, qui sont médiatisés, en gros, on va faire appel à des personnes, des représentants des milieux médicaux. Et du coup, ils vont avoir un discours très partiel et surtout très partial, où en fait, ils vont quand même défendre l'institution et essayer de préserver l'image publique des soignants. Donc ça, c'était la critique que je faisais en intro, et en conclusion, pour étayer mes propos, qui étaient en gros de dire que il y a un rapport de pouvoir des médecins sur leurs patients qui est énorme, et que si on le prend pas en compte, si on fait comme si ce truc-là n'existe pas, en gros, on se condamne à reproduire ces violences et à faire de la merde. Et en gros, ça, c'est quelque chose que je pensais et qui se dégageait, je trouve, des articles que j'avais vulgarisés. Et donc, j'ai utilisé un extrait du coup d'une médecin qui s'appelle Dr Zoé, que j'ai déjà mentionné, où elle disait ça en fait. Et en gros, c'était pour aller dans le sens de ma vidéo, et aussi d'un truc où je me dis, si les médecins, on les forme là-dessus, s'il y a un travail qui est fait là-dessus, ça peut amener des améliorations. Et donc la critique qui m'a été faite par rapport à ça, c'est que du coup, alors que je reproche à des médias en gros, de recourir à la parole des médecins, et donc à un point de vue partial, moi au final je faisais pareil dans ma conclusion. Et donc plus largement, on pourrait dire, ce qu'on me reproche, c'est de parler de mécanismes de domination, et de pour ça utiliser le discours de dominant.
Et donc ça pose quand même une grande question politique, et donc je vais y répondre en disant des trucs assez généraux qui seront, voilà, j'espère pas trop ennuyeux pour vous. Cette grande question politique, c'est est-ce que, en tant que dominant, on peut lutter contre les mécanismes de domination, et est-ce que, dans une perspective politique, il faut pas genre s'interdire de mettre en avant des discours politiques à partir du moment où ils sont tenus par des dominants. Et alors j'avoue, moi, ma position sur ce sujet, c'est qu'en fait, je pense que c'est quasiment intenable de penser que, en gros, à partir du moment où une personne est dominante du point de vue d'un certain rapport social, et il y en a vraiment beaucoup, donc c'est très compliqué, et ben cette personne ne serait pas pertinente. Alors effectivement, moi dans mes vidéos, il y a beaucoup d'éléments, enfin on est sur de la critique de la domination, donc souvent les dominants en prennent un peu pour leur grade, mais en fait ça veut pas dire que je pense que parce qu'on est dans une position dominante, on peut pas avoir un propos éclairé sur la domination, et qu'on peut pas être pertinent politiquement. Je trouve qu'en fait que ce point de vue, ça ressemble un peu à une logique un peu basique, même si elle a aussi son intérêt en gros, des premiers concernés. C'est que les premiers concernés qui doivent parler des sujets, qui doivent en gros être écoutés sur ces sujets. Et je pense que si, on va dire en termes pratiques, c'est intéressant d'avoir cette perspective-là, parce qu'en gros, bah oui, c'est bien en fait de laisser la parole à ceux qui connaissent ça, c'est bien aussi que les gens qui sont pas pris là-dedans, en tout cas qui sont pris, mais de l'autre côté, on va dire, de la frontière, qui sont dominants, bah c'est bien quand, on va dire, ils reçoivent et qu'ils écoutent le point de vue des dominés le plus possible, ou qu'ils essayent vraiment de prendre du recul par rapport à leur position, mais pour autant, pour moi, ça doit pas être un principe absolu du genre tu es dominant, donc tu as tort, ou ta parole est inaudible. Sinon, ça voudrait dire typiquement, par exemple, tout ce qui est marxisme, toute la critique du capitalisme qu'a fait Marx, en fait, on va pas la prendre en compte, on va pas l'écouter, puisqu'après tout, il est issu de la bourgeoisie culturelle, que c'est pas, enfin, il est pas du tout dans les classes populaires, donc ce qu'il dit n'a pas d'intérêt. Moi, évidemment, c'est pas mon point de vue, moi, une grande partie de ma politisation, elle a été faite par des universitaires, hein, c'est quand même beaucoup... moi, c'est beaucoup passé par Bourdieu, alors c'est passé aussi par d'autres gens qui sont pas universitaires, hein, du type Usul et tout, mais même en vrai, j'ai on va dire, quelques billes sur l'anarchisme, et c'est un truc pendant longtemps, et je pense encore aujourd'hui, je suis quand même pas mal sur un positionnement proche de l'anarchisme sur plein de sujets, et ça, en vrai, comment j'y ai accédé, c'est via les cours à l'université populaire de Daniel Colson, qui est un universitaire anarchiste, et du coup, je trouve qu'il y aurait comme une hypocrisie pour moi à présenter, on va dire, les dominants uniquement comme des méchants ou comme des ennemis politiques, alors que moi c'est eux en fait enfin c'est des gens qui sont dominants culturellement, qui m'ont donné des outils et des billes pour m'émanciper, quoi. Et moi-même, évidemment, je suis dominant à plein d'endroits, enfin je veux dire, c'est évident, je suis un homme blanc, hétéro, issu de la classe moyenne économique, qui est là dans la classe moyenne culturelle. Je veux dire, clairement, j'ai pas trop à me plaindre par rapport à plein de gens, et c'est pas parce que voilà, je suis dans une activité précaire que clairement j'ai pas énormément de ressources par rapport à plein d'autres gens, quoi. Du coup, voilà, je pense qu'il y aurait vraiment une espèce d'hypocrisie et presque un peu même de populisme à laisser penser que, en gros, parce qu'on est dominant dans tel ou tel rapport de domination, euh, on n'est pas pertinent, alors que moi, enfin, quasiment tout mon contenu sur la chaîne parle de domination, et qu'à plein de niveaux, je suis de l'autre côté des rapports de domination. Et du coup, je pense que pour les militants qui, comme je l'ai dit juste avant, quand même souvent ne sont pas issus de n'importe quel milieu social, ont quand même certaines ressources, en particulier ressources culturelles qui les distinguent socialement. Je pense qu'il y a aussi, alors pas forcément une forme d'hypocrisie, mais en tout cas c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que ils sont attachés à cette critique des formes de domination, mais à plein d'endroits c'est des personnes qui peuvent être dominantes. Et du coup faire des dominants, on va dire, des gens pas pertinents, je trouve c'est quasiment intenable. En revanche, clairement,
pour moi, ce qui sauve, on va dire, les dominants, ou ce qui fait que ça va être des personnes qui peuvent être des alliés, ou qui peuvent être pertinentes politiquement, bah, c'est quand ils mobilisent des outils pour bah, objectiver leur position sociale, et pour bien avoir conscience de quels sont leurs intérêts, quels sont les intérêts de leur classe, d'où ils parlent, et du coup essayer d'agir le plus contre ça. Bah, du coup, par exemple, d'utiliser leur position sociale pour bah, donner des billes à des gens qui n'ont pas, voilà, qui ont pas ce luxe-là, qui sont pas aussi dominants, ou aussi bah, carrément utiliser bah, leurs privilèges pour en gros bah, voilà, donner pas seulement des ressources, je sais pas, culturelles, ou pas seulement des idées, ou pas seulement transmettre des trucs à des gens qui n'ont pas forcément le temps ou l'occasion voilà, de se politiser, mais aussi carrément bah, voilà, de donner accès à des ressources matérielles, en gros de leur permettre de faire plein de choses qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion s'ils restaient dans des milieux sociaux assez dominés. Et donc pour ça, j'avoue, pour moi par exemple, un des grands trucs qui à une époque était utile, c'est bah, un peu comme je l'ai dit avant aussi, c'est genre les syndicats communistes, les partis politiques communistes, à l'époque où il y avait vraiment une formation militante, où en fait on allait chercher les gens sur leur lieu de travail, on prenait en compte leurs conditions matérielles d'existence, et c'était à partir de ça qu'on leur donnait des savoirs, qu'ils pouvaient développer une forme d'expertise, et ça, pour le coup, bah, je pense que c'est des choses qui étaient faites plutôt par des dominants, même si c'était des gens qui pouvaient avoir des parcours un peu particuliers, et qui étaient, je pense, hyper pertinents politiquement. Et voilà, du coup, bah, moi, en faisant de la vulgarisation, alors c'est quand même assez différent des syndicats, hein, on va dire, moi, je vais pas chercher les gens sur leur lieu de travail, et du coup, il n'y a pas ce truc où il y a un intérêt matériel à se politiser, mais j'espère que, voilà, dans le champ de la culture, et ben, je contribue un peu à ce que des gens puissent s'armer politiquement, et à accéder, on va dire, à des outils qui, normalement, sont ceux des dominants. Donc voilà en gros pour ce premier retour critique sur mes vidéos. J'espère en faire un deuxième où là je parlerai plutôt du coup de mes vidéos sur Joule, et aussi de celles sur les relations parasociales, en sachant que sur la vidéo sur Joule, en particulier celle sur la gentrification, je pense avoir pas mal de nuances et de critiques à faire à mon travail, alors qui change pas le fond de la vidéo, hein, mais je pense que j'ai pas mal de choses à dire. Du coup, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je fasse cette deuxième partie, et vraiment j'espère que bah, voilà, ce format vous a plu, que ça vous a semblé intéressant, et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, qui sera donc soit très produite comme d'habitude, ou soit un peu plus libre comme celle que je viens de faire.